Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à gagner des points. Et quand je dis des points, c'est pas des miettes, c'est pas dixième de points, c'est vraiment des 1 point, 2 points et plus si affinité. Comment gagner des points dans toutes les matières, pour toutes les épreuves. Contraction, synthèse, dissertation, bref, tout sauf les maths. Bon, eh bien tout part d'un constat, hein, d'où viennent ces points. Ils viennent du fait que dans toutes les copies que le jury corrige, tous les ans, les élèves perdent trop de points en faute de langue. Et moi, je fais le même constat dans les copies que je corrige. Premièrement, des fautes de grammaire, orthographe, niveau collège, lycée, voire primaire. Deuxièmement, c'est des constructions défaillantes, voilà, avec des failles de logique, des fautes de syntaxe. Et troisièmement, c'est des tournures inappropriées ou incorrectes. Bon, là, tu te dis peut-être, non, mais Thibaut, t'exagères, ça peut pas être aussi horrible que ça, c'est pas possible. Puis en plus, moi, je fais pas de faute, nanana, nanana. En fait, non. C'est même pire que ce que tu crois. Alors, pour illustrer un peu la menace fantôme qui plane sur tes notes, voilà un petit best-of du jury, voilà, que j'ai été prendre dans les comptes rendus de concours. Donc, j'en ai pris deux, un peu au hasard. On aurait pu avoir les mêmes dit autrement dans d'autres écoles. Enfin, tu vois, tous les ans, c'est pareil. Ouvrez les guillemets. ESCP 2019, rapport du jury géopolitique. Voilà, donc ouvrez les guillemets maintenant. Le niveau d'orthographe a été jugé très moyen, voire franchement médiocre, ce qui confirme la dégradation observée en la matière depuis maintenant plusieurs années. Cette tendance de fond commence à devenir inquiétante, car même de très bonnes copies qui auraient pu prétendre au 20 sur 20 n'échappent plus à cette règle, ce qui leur fait au final perdre quelques points précieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus avoir 20 sur 20, ça veut dire que beaucoup de copies qui avant auraient eu 20, maintenant n'ont que 19 ou 18 ou 17,5 à cause de ces fautes de langue. Deuxième extrait, voilà, c'est ESCP 2017 en synthèse. Ouvrez les guillemets à nouveau. Le respect de l'orthographe est impératif. Certes, les pénalités ne frappent pas la copie dès la première faute, et une licence d'une, deux, voire trois fautes est laissée à l'appréciation des correcteurs. Au-delà, la sanction est forte et appliquée de manière systématique. Voilà, ça a le mérite d'être très très clair. Donc je reviens 30 secondes sur ce deuxième extrait. Là, on est en synthèse de texte. Contraction et synthèse de texte, c'est vraiment là où les fautes coûtent le plus cher. Donc pour une autre épreuve type dissertation, c'est pas une, deux, trois fautes, licence à l'appréciation des correcteurs et après la sanction est forte. C'est plus compliqué que ça, mais le mot important, c'était à l'appréciation du correcteur. Il fait ce qu'il veut. Bon, alors là, tu te dis peut-être, parce que je sais tout ce que tu penses, bon, ok, d'accord, merci Thibaut, les fautes, c'est le mal absolu, sauf que moi, j'en fais jamais. Enfin, presque jamais, parce que je suis bon en français. Alors, comment est-ce que je gagne des points, moi? Bon, ben, mauvaise nouvelle, c'est que même si tu es bon en français, eh ben, tu fais plus de fautes que ce que tu ne penses. Voilà, le problème est plus vaste qu'il n'y paraît. La maîtrise de la langue en prépa, c'est hyper sous-estimé. Personne n'y fait vraiment attention. C'est vrai au bac, on n'enlève plus de points pour l'orthographe. Le jury nous dit que le niveau baisse tous les ans. Alors, est-ce que c'est des vieux boomers qui clashent les jeunes étudiants? Je ne sais pas. Ils observent ça et vous le font payer. Comme c'est eux qui corrigent, c'est eux qui ont raison. Donc, on va les croire. Si c'est une tendance de fond, c'est pas prêt de s'arrêter. Alors, d'où ça vient? C'est une piste, hein, au hasard. C'est que beaucoup de choses qui étaient gratuites au lycée, maintenant sont sanctionnées. Exemple, la ponctuation mal placée ou absente, maintenant c'est une faute. Les accents manquants ou un peu trop horizontaux, hein, pas un accent comme ça grave ou aigu. Ah non, l'accent grave, il est comme ça, enfin, tu as compris. Mais un accent horizontal, c'est une faute. Et puis, tout ce qui est tournure, on n'est même pas dans le style, hein, on est vraiment dans l'emploi de tournure incorrecte ou inappropriée. Tout ça, maintenant, c'est payant. Hein, je mets une dernière petite citation du jury pour la route pour qu'on soit bien tous au clair avec les nouveaux tarifs. La CHEC Culture G 2012, ouvrez les guillemets, le jury avertit les candidats de 2012 que désormais, aucune copie n'obtiendra la moyenne qui comptera plus de 20 fautes. Bon, alors là, tu dis, OK, 20 fautes, à l'aise. Entre parenthèses, les fautes d'accentuation et de ponctuation,
tout aussi fréquentes seront prises également en compte. Alors là, c'est plus la même, hein, parce qu'une disserte de 8-10 pages, faute d'accent, de virgule, quand on écrit un peu vite, on fait des accents comme ça, c'est possible d'en laisser passer quelques-unes. Alors, je ne dis pas que tu vas en faire 20 à tous les coups, hein, et que personne n'aura plus jamais la moyenne. Non, mais c'est plus grave que ce que tu ne penses. Et le pire dans tout ça, parce que ça ne s'arrête même pas là, le pire dans tout ça, c'est que les fautes comptent double. Plutôt, il y a une double peine pour les fautes de langue. Première peine, c'est les points, c'est ce qu'on a dit. X fautes de tel type, le correcteur se dit, OK, tout ça, je te fais un tarif, allez, ça fait -1, -1,5, -2, etc., etc. Ce n'est pas la tête du client, mais les correcteurs, d'une manière marginale, peuvent faire un peu différemment. Et la deuxième peine, c'est la mauvaise impression que tu donnes au correcteur. Faire mauvaise impression, c'est le pire. C'est ce qui coûte bien plus cher que le tarif affiché. Enfin, il n'est pas affiché, mais le tarif des fautes. Pourquoi? Tu perds ta crédibilité auprès du correcteur si tu fais des énormités. On se dit, mais c'est pas possible, cet élève ne sait pas écrire. Ou, encore un. Voilà. Au-delà de cette perte de crédibilité, c'est surtout que le correcteur, ça va le gonfler, ça l'agace. Pourquoi? Parce que les fautes d'orthographe ou de grammaire, ça lui rappelle qu'en prépa, on fait des fautes des fois au niveau primaire, ça l'énerve. Mais les fautes de syntaxe, les phrases à rallonge où on oublie le sujet, il n'y a pas de COD, il n'y a pas de verbe, etc., etc., ça lui fait perdre du temps dans sa lecture. Donc la même copie, il va la corriger en plus de temps. Ça le gonfle. Donc, il te le fait payer. Oui, lui, il a un paquet de copies énormes à corriger. Il n'a pas que ça à faire. Donc, il n'expédie pas la correction en 2 minutes. Hein. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il n'est pas là pour relire 3 fois la même phrase parce qu'elle est mal écrite. Donc, si c'est le cas, ça va l'énerver. Et consciemment ou pas, parce qu'encore une fois, on parle d'une impression générale de toi qui se forme sur le correcteur, il va te le faire payer. Alors, pourquoi tu laisses filer tes points? On l'avait dit, le problème est pire que tu ne le vois. Et promis, c'est les 2 dernières minutes, la dernière minute un peu négative de cette vidéo. Après, on donne des solutions, la lumière au bout du tunnel, l'espoir, tout ça, tout ça. Mais pour vraiment pouvoir comprendre la solution, il faut comprendre à quel point le problème est un problème. Alors toi, tu vas me dire, tu fais pas tant de fautes que ça, tu es bon en français, tu as une mention très bien, etc., etc. Ça suffit pas, pour 3 raisons. La première, on l'a dit, le niveau est beaucoup plus élevé qu'au lycée. Plein de trucs qui ont été gratuits maintenant sont payants. Deuxièmement, eh bien, tu fais plus de fautes que tu ne le penses parce qu'il y a des fautes que tu fais, tu ne les vois pas. Pourquoi? Parce que tu es stressé, tu es fatigué. Quand on est stressé, on fait des fautes, on laisse passer des étourderies, des énormités parfois. La fatigue, c'est pareil. Sur un DS, et a fortiori sur une semaine de concours blanc de concours, où tu enchaînes les épreuves de 3 heures, de 4 heures dans un stress énorme, la probabilité de laisser passer une faute, elle est maximale. Bon, pas de chance. Et si tu te dis, dans mes copies de prépa, finalement, il n'y a pas tant de fautes que ça, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que la plupart du temps, donc c'est 100% de mes copies et 95% des copies de mes élèves quand ils me ramènent ce que leur prof de prépa leur a corrigé, c'est qu'il reste des fautes. C'est pas souligné. Donc c'est pas que les profs les ont pas vus, les profs les ont vus. Ils sont super bons, ils sont agrégés, ils sont tout ce qu'on veut, ils les ont vus. Ils les ont intégrés dans leurs notes. Mais ils n'ont pas le temps de tout souligner. Parce que ça va vite. Un correcteur de disserte, c'est 10 minutes. Un correcteur de contraction, c'est 5 minutes. Bon, maintenant, on va voir pourquoi tu laisses filer tous ces points. Pourquoi est-ce que tu fais plus de fautes que tu ne le penses, comme je l'avais évoqué tout à l'heure? Bon, il y a plusieurs raisons pour ça. Hein. La première, on l'a dit, c'est que le niveau a monté. Voilà, la prépa, c'est plus dur que le lycée. Ce qui était gratuit hier est payant et même très, très payant aujourd'hui. Ensuite, tu es stressé et tu es fatigué. Là, c'est la vidéo, je t'annonce plein de mauvaises nouvelles. Non, mais tu le sais, quand tu es en DS, tu es stressé. Et quand tu enchaînes les DS, par exemple, une semaine de concours blanc, je ne parle même pas du vrai concours, il y a une dimension de fatigue physique. Les deux ensemble, plus la difficulté intrinsèque de l'épreuve, voilà, le combo est parfait pour un potentiel de faute maximale.
tu les vois pas. Tu vas laisser passer des étourderies. C'est très, très probable. Et bien sûr, il y a une plus grande proportion de fautes dans les fins de copie. C'est là où on voit les pires trucs. Je pense que tu l'as observé. Bon, bah, c'est comme ça. Moi, je préfère te prévenir. Comme ça, tu peux prendre les devants et pas te dire non, non, mais ça ne me concerne pas, je suis au-dessus de tout ça, nanani, nanana. Il y a très peu de gens qui sont vraiment au-dessus de tout ça. Et peut-être que là, tu te dis oui, mais j'ai un dernier argument, une dernière ligne de défense, votre honneur, moi, c'est pas des vraies fautes, c'est des fautes d'étourderie. En vrai, je le savais. Oui, 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 je te crois. Tes profs te croiraient aussi. C'est vrai qu'en prépa, les fautes de niveau primaire, on sait que tu sais écrire, on sait que tu y arrives. Ok, c'est de l'étourderie, d'accord. Le jour du concours, on s'en fiche complètement. Ça veut dire que c'est le même tarif. Le correcteur ne t'accorde jamais, jamais le bénéfice du doute. Et c'est encore plus vrai au concours parce que le correcteur n'est pas ton prof. Il ne te connaît pas. Tu n'es qu'un numéro. Donc, il n'y a pas le petit coefficient de non, mais un tel, je le connais, s'il travaille bien, c'est un bon élève. Bon, allez, ça, c'est sans doute une étourderie. Je vais pardonner ou être un peu plus bienveillant. Au concours, c'est non, tarif plein à chaque fois. Bon, bah comme promis, maintenant que des choses positives, la solution, comment est-ce qu'on gagne les points, ou plutôt comment est-ce qu'on évite de les perdre. Donc, plus de mauvaises nouvelles, plus de rapports de jury où le jury te clash. Je vais plus te dire que tu es fatigué, que tu es stressé, que ta vie est horrible, que tu pensais être bon en français, qu'en fait, tu n'es pas bon, etc. Que des bonnes choses maintenant, que des bonnes nouvelles. Donc, pour améliorer ta rédaction et faire moins de fautes, il faudrait un travail de longue haleine. Ah, ça, c'est que la première partie de la bonne nouvelle. Hein. C'est pas vraiment une bonne nouvelle d'ailleurs, mais bon. Travail de longue haleine. C'est deux choses. C'est lire des trucs bien écrits, hein, des romans classiques français, c'est le top, et noter dans un carnet tes fautes récurrentes. Voilà. Bon, ça, je pense que tu le savais. Tu vas me dire merci Thibaut, t'es gentil, mais moi j'ai des S demain ou après-demain. J'ai pas le temps de me faire les 20 tomes des Rougon-Macquart. Pas possible. Ok. C'était juste le petit disclaimer. On a besoin de ce travail de long terme sur les 2 ans de prépa ou les 3 ans pour vraiment passer des niveaux en termes de maîtrise de la langue. Mais si le DS est demain ou après-demain ou très bientôt, il y a une vraie bonne nouvelle tout de suite, c'est qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut faire. Une technique pour réduire drastiquement les fautes de toutes sortes. C'est pas un truc secret des moines Shaolin ou des francs-maçons, je ne sais quoi. Cette technique ultime, c'est relire au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Tu es peut-être déçu. Tu te dis peut-être, je l'ai écouté parler pendant 10 minutes, là, il me sort ça. Relire ta copie, t'es sérieux? Ok, ok. Du calme. J'ai dit relire au fil de l'eau, au fur et à mesure, pas le truc que les profs ont dit 1000 fois, à savoir, oui, il faut garder 10 minutes, un quart d'heure à la fin de la dissertation pour tout relire. Bon, on me l'a dit aussi. Tous les profs de la galaxie l'ont dit à tous les élèves de la galaxie, garder un quart d'heure à la fin de l'épreuve pour relire, ça marche pas. C'est-à-dire que tous les élèves le comprennent, ils se disent, OK, ce serait bien, personne ne le fait. Donc maintenant, voilà ce que tu vas faire. Prendre une grande inspiration et laisser tomber cette histoire de quart d'heure. Tu l'auras pas, tu le feras pas, laisse tomber. Déjà, ça détend. On se dit un truc de moins avec lequel m'angoisser. À partir de maintenant, dès que tu auras rédigé un paragraphe, tu vas poser ton stylo et relire le paragraphe en question. Si les paragraphes sont très très longs, ce que je te déconseille, relis toutes les demi-pages. Ça devrait te prendre 10 secondes, 15 secondes par paragraphe. Pas énorme. Par contre, on ne dirait pas comme ça, mais la différence est absolument énorme entre faire ça au fur et à mesure et garder un quart d'heure qu'en fait on ne garde jamais à la fin de l'épreuve. C'est-à-dire que même si on gardait ce quart d'heure à la fin de l'épreuve, allez, on est fou, on le garde, on décide de relire, ce serait quand même moins bien. Pourquoi? Parce que à la fin de l'épreuve, tu es fatigué, tu es stressé, tu es probablement en retard, donc ta relecture ne sera pas de bonne qualité. Tu risques de ne pas avoir les fautes, tu seras tellement crevé, tu vas relire comme ça. Ouais, ça a l'air d'être bien. Merci, au revoir, libérez-moi, je m'en vais. Donc, ce n'est pas efficace de toute façon. Ensuite, si tu relis au fur et à mesure, ça peut te sauver la vie.
C'est-à-dire que, imaginons, tu te rends compte, en rédigeant le grand 1B, que ton grand 1C est complètement hors sujet. Bah, tu peux encore intervenir là tout de suite. Là. Soit tu en inventes un autre, soit tu le supprimes, tu te débrouilles, tu peux faire quelque chose. Ça va pas être facile. Hein. Ça va probablement être assez atroce. Tu vas perdre des points, tu vas être très stressé, mais tu as encore une chance. Hein, au concours, des fois, c'est tout ce qui nous reste. Hein. Si tu te rends compte de ce hors-sujet du grand 1C à la fin du devoir, c'est cuit. C'est cuit. Là, il te reste que tes yeux pour pleurer. Ensuite, quand tu relis au fur et à mesure, tu viens de relire un paragraphe, tiens, bah, tu te remets en tête les mots que tu as employés, les connecteurs que tu as employés et les tournures que tu as employées. Donc, quand tu écris le paragraphe suivant, eh ben, il y a de grandes chances que tu ne fasses pas de répétition, parce que tu es déjà tout bien en tête. Et enfin, ce sera mon dernier argument pour montrer que relire au fur et à mesure, ça n'a rien à voir avec relire à la fin, c'est que c'est une bien meilleure gestion de ton effort. Tu es en prépa, tu prépares un concours, c'est comme les sportifs qui préparent les JO ou la Coupe du Monde. C'est pareil, on a besoin que le physique et le mental suivent. En l'occurrence, le physique, c'est ta main qui écrit. On l'a tous vécu, 4 heures de dissertation ou de synthèse ou même 3 heures de contraction, on a la main, le poignet en feu. Mais le fait de faire des pauses régulières, même de 10 secondes, ça fait que le poignet est plus reposé. Donc quand on se remet à écrire, c'est généralement plus lisible, on a moins mal et on va pouvoir écrire plus vite. Parce que on sait, on a encore une fois géré son effort. Mais aussi ton cerveau fait une pause. C'est-à-dire ton cerveau aussi gère son effort. Relire, c'est pas aussi exigeant que de penser à la phrase suivante, la tournure suivante. Non, c'est juste relire. Donc quand on repart, on est plus attentif. Et donc probablement qu'on écrit mieux et qu'on fait moins de fautes. Voilà, alors j'ai beaucoup insisté au début sur d'où venaient les fautes, pourquoi tu faisais des fautes, etc., etc., pour que cette solution, qui a l'air assez simple, te parle et que tu te dises qu'elle va t'aider toi aussi. C'est pas un truc pour les débiles qui savent pas écrire. Hein. C'est vraiment pour tout le monde. Mais même avec tous mes trésors de conviction que j'ai essayé de déployer autour de cette vidéo, ça suffira probablement pas. C'est-à-dire que le moment venu, en épreuve, il est très probable que tu sois tenté de ne pas le faire. Là, je t'ai peut-être convaincu. Tu dis, OK, je vais le faire au fur et à mesure. Et le moment venu, il va y avoir cette petite voix, la petite voix qui dit, non, mais allez, là, tu as écrit 10 lignes, on va pas s'arrêter. Allez, on enchaîne, on relira plus tard. Donc, il faudrait, pour que ça marche, ne pas se laisser le choix, se dire, réfléchis pas, je suis une machine, paragraphe, c'est fini, je pose le stylo, je relis. Bon, bah, pour que ce côté mécanique puisse fonctionner, il faut le travailler. Il faut le travailler. Donc, moi, j'avais dit que c'était pour dès demain ou après-demain. Il faut commencer dès demain ou après-demain. Et ce truc va monter en puissance, plus tu le feras. Donc, ça vaut le coup quand même de commencer. Bon, et si tu es déçu parce que j'avais promis du concret pour tout de suite et que toi, tu as DS dans 10 minutes, ben voilà ce que tu peux faire. Voilà ce que tu vas faire. C'est relire au fur et à mesure uniquement l'introduction. Donc, c'est le fur et à mesure que le début. L'intro, c'est sûr que tu peux la relire après l'avoir rédigée, tu n'es pas en retard, tu peux, et c'est toujours le plus rentable. Parce que c'est dans l'intro qu'il y a la majorité des points, et c'est là que la fameuse impression que le correcteur a de toi se forme. C'est là qu'il faut être parfait. Les fautes dans l'introduction comptent double, triple. On te déteste s'il y a une énormité dans la première ligne. On te déteste. Donc toi, le correcteur t'aime, et pour qu'il t'aime, tu soignes l'intro juste en la relisant. Peut-être pas tout trouvé, mais tu en auras éliminé vraiment la majorité. Tu seras encore frais, ce sera le début de l'épreuve. Commence comme ça, et ensuite, d'épreuve en épreuve, essaie de relire peut-être un paragraphe de plus, une sous-partie de plus. L'intro, puis chaque sous-partie du grand 1, puis le grand 2. Tu verras, d'ici quelques temps, tu seras capable de faire toute la copie. Et tu sais que si un jour il se passe un truc particulier, que tu galères avec ce sujet, que tu es un petit peu en retard sur le timing, tu peux ne relire que l'introduction. C'est mieux que rien. C'est beaucoup mieux que rien. Voilà, bah, je te remercie de m'avoir écouté. Je suis persuadé que ces trucs-là peuvent aider un maximum d'élèves. Donc, n'hésite pas à t'en servir toi aussi. Et puis, bah voilà, tu peux me poser des questions dans les commentaires et on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles astuces pour cartonner au concours.